Son discours très irresponsable devant sa famille politique, d'ailleurs, ce qui est anti-constitutionnel, il dit que toute initiative de dialogue doit passer par moi. C'est comme si les dialogues devenaient désormais un privilège à accorder soit à l'opposition, à l'Église ou à la population. Or, les dialogues, s'il vous plaît, les dialogues, c'est entre autres les mesures supraconstitutionnelles qui s'imposent quand le Léviathan, n'est-ce pas, disparaît par déliquescence. Ça, c'est ce que mon frère ne connaît pas. C'est pas une obligation, les dialogues. Non, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une mesure supraconstitutionnelle par la société, par la... Si c'est une solution extra-constitutionnelle, comprenez que même supra, mais c'est en dehors de la Constitution d'abord. Même comme c'est le cas, comprenez que qui de nous tous est légitime à pouvoir le convoquer? Qui a reçu ça ne doit pas venir. Attendez, il a reçu les suffrages de protéger les Congolais. Engager le pays dans il a reçu les suffrages, d'ailleurs avec la machine à voter, pour protéger les Congolais à l'Est. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Il a reçu aussi le suffrage avec machine à voter pour protéger les Congolais à l'Est. Son discours à l'ONU était-il responsable? Mais très responsable. Irresponsable. Comment voulez-vous? Très irresponsable. Pourquoi? Parce que c'est un État qui vit dans la fiction. Calmez-le. La sécurité de la RDC ne doit pas s'assumer par l'ONU. La sécurité de la nation, dans sa souveraineté, s'assure par l'armée nationale. Qu'est-ce que vous rencontrez? Et pour vous? Je ne sais pas si c'est un problème de français. Français. Et c'est tout à fait normal qu'on le comprenne mal. Il n'a pas dit que l'ONU devait assurer la sécurité de la RDC. Une nation mondiale. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, que nous ne quémandons pas la commisération, c'est l'une de ses phrases. Et après juste cette phrase, il dit, nous réclamons ce qui est des droits, la justice. Au cas où vous ne pouvez pas nous la donner, nous allons nous-mêmes être les artisans de notre justice. C'est rien que cette incise, ça ne vous dit pas tout? La justice d'une nation c'est un problème de français, se donne par l'ONU. Mais qu'est-ce qu'on est en train de rencontrer ici? Pourquoi nous sommes un État souverain? Vous dit pourquoi sommes-nous un État souverain, papa? Ça veut dire qu'on va utiliser d'autres moyens. Pourquoi sommes-nous appelés un État souverain? Pour pouvoir imposer la paix et la justice. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles
éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au cap aventure et loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Kabila, bon leader, bon visionnaire ou mauvais gestionnaire, ça se disait tout à l'heure avant l'émission. Eh bien, je me permets de lancer comme ça la question à l'air à laquelle chacun va répondre pendant 1 ou 2 minutes. Merci de votre confiance, merci de vous installer confortablement pour suivre votre café politique de tous les jours, Politico RDC, la force du État. Bienvenue. En ligne rouge, l'actu reste dominée par le discours du président Félix Tshisekedi à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président a mis l'accent sur la nécessité de recouvrer la paix afin que des zones occupées par les rebelles du M23 reviennent au contrôle du pouvoir central. On parlera également de l'affaire Caméré. Oui, on continue d'en parler parce que les implications politiques, tout comme sécuritaires, pourraient en être cruciale, même déterminante dans l'avenir du pays. Merci une fois de plus de votre confiance et surtout de votre fidélité à ces programmes. Pour en parler, on a sur ce plateau Cissé Traoré, journaliste, mais on le reçoit ici en qualité d'analyste indépendant. Vous aimez trop cette casquette. Comment allez-vous? Je vais bien, cher Gédéon. Merci de l'invitation. Salutations à mon contradicteur d'en face. Salutations à vos téléspectateurs. C'est un honneur pour moi d'être associé à ce niveau de débat dans ce prestigieux plateau. Allez, merci beaucoup. La ville de Kinshasa, les travaux entrepris ça et là, ça avance ou le peuple ne supporte plus le poids des embouteillages ça et là. Le lundi dernier, la circulation a été plus fluide parce qu'il y a l'opération de contrôle du permis de conduire. Et certains Congolais jugent extrêmement coûteux par rapport au pouvoir d'achat, même à la vie, la cherté de la vie que nous vivons en ce moment. C'est vrai, les embouteillages sont, d'abord il faut préciser qu'ils ne sont pas une réalité à proprement parler congolaise. Les embouteillages existent partout à travers le monde. Cependant, cela ne justifie pas que les nôtres atteignent un seuil, aussi critique. C'est dû notamment au défaut de qualité de ceux qui prennent le volant pour entrer dans les routes. Défaut de qualité, justement, vous voulez dire quoi par là? Ceux qui n'ont pas qualité de pouvoir prendre le volant le font chaque jour. Il faille donc un moment qu'on s'arrête. On dit tiens, toi, montre-nous de quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu fais au volant? Est-ce que tu en as qualité? Qui t'a délivré, comment dire, le permis de conduire? Est-ce un vrai? Est-ce un faux?
ce sont des questionnements, comment dire, que tout État responsable devrait se poser, parce que la route, c'est aussi des occasions d'accidents, et des morts, et des dégâts graves. Par conséquent, que l'on ne s'offusque pas, que l'on vienne contrôler qui prend le volant, il le prend après avoir été qualifié ou pas, tout ceci, bon, pour ce qui concerne le coût, bon, c'est discutable. C'est vrai que le pouvoir d'achat du Congolais est très effrité. Il faut rappeler aussi que les efforts sont en train d'être faits pour pouvoir le requinquer, ce qui explique d'ailleurs que la baisse du taux de dollar sur le marché de change a été observée pendant un moment. Non, c'est une chute mondiale, hein, ça, c'est pas propre à la RDC. Allez. Ça, il faudra le faire savoir. Allez. Maintenant, la baisse du dollar s'est constatée à travers le monde. Calmez-vous, c'est pas un cas propre à la RDC. Calmez-vous. Donc, ce sont des facteurs indépendants de peut-être réformes ou des efforts entrepris à l'intérieur. Donc, vous ne savez pas qu'il y a des réformes qui ont été faites récemment, là, et dont cette baisse est la conséquence directe de ces réformes-là. Il y en a. Même le ministre de l'économie l'a répété hier. Il y a eu la réunion du comité politique monétaire qui a eu lieu hier. Le ministre, en sortant de cette réunion, a fait un compte rendu pour expliquer quelles sont les réformes qui ont été faites. Quelles sont les réformes? Qu'est-ce qui a été fait pour constater finalement cette baisse? Le ministre, vice-premier ministre en charge de l'économie, le professeur Daniel Mboko Samba a expliqué qu'il y a eu un resserrement du côté du gouvernement en ce qui concerne le budget. Les dépenses inutiles ont été, mises de côté. Et de l'autre, du côté de la Banque centrale, il y a des efforts qui ont été fournis pour ce qui concerne... comment il a appelé, le vocable est assez technique, mais j'ai perdu de vue. Il a expliqué qu'il y a eu, la Banque centrale a mis des moyens pour pouvoir renflouer, on appelle réserve stratégique, quelque chose comme ça, avec des devises. Donc ce sont ces deux réformes qui ont fait en sorte que la baisse sur le marché s'observe. Maintenant, il faut batailler dur pour que la baisse soit maintenue. Si cette baisse est maintenue pendant un long moment, la spéculation sur le marché va disparaître, les commerçants vont baisser de prix des denrées, évidemment, en attendant pour eux d'évacuer les stocks précédemment achetés à des prix très élevés. Mais pour ça, il va falloir que le ministère de l'économie, par le moyen de ces, des inspecteurs des marchés, puisse être déployé pour pouvoir vérifier la conformité des prix. Parce que vous savez que les commerçants ont tendance à pratiquer la hausse illicite des prix. Donc, les efforts sont en train d'être fournis pour que le pouvoir d'achat dont on est en train de parler ici, des Congolais, soit renforcé. Pour ce qui concerne le permis de conduire, souffrez que celui-ci ne soit pas, à la disposition de tout le monde. Sur les on dit qu'il est énormément, c'est dispendieux le prix du permis de conduire. Ça c'est un autre débat. Il va falloir qu'on réfléchisse sur. Pour même en avoir, il faut faire de pieds et de mains. Dans quelle situation l'État met le Congolais à partir du moment où vous déclenchez une opération? Ça, je crois que c'est vrai. Je l'ai aussi appris. Qui est excessivement je l'ai aussi appris, comme quoi il y aurait des raccourcis qui sont pratiqués ça et là pour pouvoir entrer en possession du permis de conduire. Ça, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. La corruption existe partout à travers le monde. Ce n'est pas une excuse pour que chez nous, elle existe. On peut militer de notre façon pour pouvoir l'éradiquer. Mais quand je dis qu'elle existe partout, c'est pour vous faire comprendre que des nations les plus développées qui ont une administration bien assise et une justice assez stable, une justice équitable. Même chez eux, il y a la corruption. Combien de fortes raisons c'est nous qui avons une justice malade. C'est tout à fait normal qu'on observe ces genres de partis. Mais il faut les combattre. Elle n'a pas encore été guérie. Il faut les combattre. Depuis que l'on nous a annoncé les diagnostics. Pas du tout. La justice n'a pas encore guéri. Et croyez-moi, elle ne va pas guérir du jour au lendemain. C'est un processus. Donc, ce n'est pas par un claquement des doigts que notre justice serait dans celle qu'on veut qu'elle soit. Ça prendra du temps. Merci beaucoup. Joseph Edeba, le jeune leader, l'homme qui vole plus que l'aigle. Allez, soyez les bienvenus. Quel est votre regard sur l'économie nationale, sur l'opération d'obtention du permis de conduire, la circulation à Kinshasa, ou un autre sujet de votre choix que vous aimeriez bien commenter? Alors, merci, cher Gédéon, de l'invitation. Vous savez, c'est toujours un grand plaisir de nous retrouver
autour de cette table pour, n'est-ce pas, cogiter ensemble, mais aussi réfléchir sur la gouvernance de notre nation. Mais très très rapidement, je vais aborder le sujet relatif à une dénonciation. Vous savez, dans ce pays, les gouvernants doivent apprendre à être sérieux. Nous sommes en train de traverser une situation où le président de la République a interdit l'accès dans la ville, dans la commune de la Gombe de tous les montards. Or, du point de vue logique, ça devait revenir au gouvernement provincial, cette décision, qui, entre autres, vend le droit d'accès à la commune de la Gombe aux montards. Ça ressemble à une escroquerie. Il faut rapidement trouver une solution parce que nous ne pouvons pas faire payer avec redevabilité un droit à l'accès de la commune de la Gombe aux montards et en même temps les interdire à accéder. L'État escroque ses sa citoyens. population. En outre, il faut ajouter une pincette. C'est que l'État aujourd'hui ne dispose pas des moyens pratiques de mobilité desservant la population de la circulation équitable. Cher Gédéon, quand il fait 16 heures, circuler dans la commune de la Gombe, vous allez voir comment la population souffre pour avoir les moyens de transport. C'est plus le privé qui... c'est plus le privé, plus... gagne le marché. Également, l'État ne contrôle même pas la tarification des courses de transport. Et donc, cette dénonciation doit aller dans le sens d'interpeller le gouverneur aujourd'hui et pouvoir pondérer les décisions et ne pas le prendre à la va-vite parce qu'il y a des conséquences qui pèsent, n'est-ce pas, sur la tête de ceux qui payent de l'argent, n'est-ce pas, auprès de l'État au niveau provincial. Et la problématique d'embouteillage, on a suivi les derniers conseils des ministres au cours duquel le président a promis de frapper fort pour alléger ou lénifier tant soit peu ces situations que connaissent le Cunois. Bon, le problème, ce n'est pas de frapper fort. Le problème, c'est d'abord d'être conséquent. Parce que les embouteillages ne se créent pas hasardeusement. Les embouteillages sont une conséquence d'un désordre de circulation. Premièrement. Deuxièmement, les embouteillages sont conséquence à l'absence de route. Aujourd'hui, vous savez que Kinshasa n'a plus de route. Et on dirait même qu'il y a beaucoup de chantiers qui s'ouvrent ça et là. Ce qui empêche la libre circulation et les embouteillages ne sont que la conséquence de ces actions que je viens de parler ici tout à l'heure. Donc, avant que le gouvernement ne pense frapper fort, il faut penser d'abord à disposer des routes, à accélérer les travaux. Je dénonce ici plus de mois que prennent les travaux, par exemple, de la route, l'avenue Kabambaré, l'avenue Kabinda. Ça fait plus d'une année que cette route ne termine pas. Bientôt, nous allons encore revenir sur la saison de pluie. Et vous savez, la conséquence, c'est que les gens auront difficulté à, n'est-ce pas, parcourir 1, 2, 3 kilomètres. Alors que normalement, l'État devait être sérieux. Commencer par, primordialement, délivrer des routes à temps. Mettre toutes choses en ordre. Mais aussi mettre de la police, l'armée s'il le faut, en mouvement pourvu qu'il y ait de la régulation du point de vue de la circulation. C'est l'une des résolutions. Et c'est ce qui atténuerait les embouteillages. Déployer plus d'éléments de régulation sur terrain. Pour je crois que déployer les éléments, c'est une décision, alléger. C'est une décision qui devait venir au second plan. On n'est pas parlé de premier. Il faut commencer d'abord par réparer les routes aussi rapidement, mais aussi délivrer ces routes-là à la population afin que ces derniers puissent en user des bonnes manières. Et c'est pendant ce moment-là que nous allons maintenant penser à la régulation efficace de la circulation. Donc voilà ce que je peux dire. Il faut bien étudier la question. Il faut bien étudier la question sociétale avant de pouvoir proposer les solutions. En effet. C'est Traoré a dit tout à l'heure que la situation, la problématique relative aux embouteillages n'est pas inhérente à la République démocratique du Congo. Non, mais on ne peut pas que comparer l'aspect d'embouteillage, il faut aussi comparer l'aspect des routes. Il faut dire que le fait que nous aurions dans une capitale qui manque de routes, voire de routes secondaires de qualité, pouvant desservir une population de circulation efficace, c'est aussi inhérent à la République démocratique du Congo, contrairement à d'autres nations qui ont suffisamment de routes, qui ont suffisamment de moyens de transport. Je vous ai dit ici dès l'entame que l'État aujourd'hui ne dispose pas d'une société de transport à la qualité et à la quantité du peuple congolais, de la population quinoise. Et cela aussi a un impact négatif sur la circulation de la population. L'État n'offre pas de bus. À l'époque, vous allez vous souvenir, au niveau provincial, il y avait Transkin, Tsukimbuta.
Mais après Kimbuta, il n'y a plus Transkin, il n'y a plus Esprit de Vie. Aujourd'hui, il n'y a qu'une infime partie des bus Transco qui n'accèdent même pas régulièrement à la ville. Et pourtant, on avait promis de nous donner on nous a promis la 30 fabrication. bus Transco tout le mois. Voilà, 30 bus Transco chaque mois, nous le délivrer pour desservir la population de la circulation. Mon frère, cette histoire de la circulation détermine évidemment que nos gouvernants ne savent pas relever les défis de gouvernance dans les institutions politiques. Parce que, selon la philosophie de Marcel Prélot, il faut dire que ceux qui exercent le pouvoir ont en responsabilité première de relever les défis de gouvernance au sein de la société, au sein de notre nation. Mais c'est là en répondant aux désidératas de la population comme le Léviathan. Et donc, sur ce point, il faut avouer que la population aujourd'hui se voit être très abandonnée. Mais en dépit de tout cela, on ne peut pas encore sanctionner les montards et les empêcher de rentrer dans la commune de la Gombe sous prétexte de, n'est-ce pas, éviter les accidents d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Joseph et Débat, pour cette belle entrée en la matière. Allez, on va ouvrir les débats par ces petits détours qui ne nous prendra que peut-être 5 à 7 minutes. Cissé Traoré, vous avez la parole. L'ancien président Joseph Kabila aura été un bon visionnaire, leader ou un mauvais gestionnaire? Et quel bilan, en quelques mots, pouvons-nous retenir de son passage de la RDC en tant que président pendant 12 ans? Kabila, c'était une calamité en termes de gouvernance. Kabila, comment dire, n'aurait pas été un bon gestionnaire pour avoir laissé à la République du Congo un misérable budget estimé à 4 milliards d'euros. Et ce, après 18 ans. Il a fait 12 ans. 18 ans, je dis. Comment ça? Kabila est devenu président de la République en 2001, chargé d'or. Mais à partir de quel moment on commence à compter les actions de Kabila? À partir du moment où il a reçu le mandat du peuple. Ah non. En 2016, en 2006. Non. Ah, ça c'est une malice. Ça ne passe pas. C'est une malice. Parce que et ça ne passe pas. La transition ne peut pas être considérée. Pourquoi? Est-ce que savez-vous que pendant la transition, le pays n'existait pas. Quelle est la première femme présidente? On était en mode, comment dire, les pays existaient mais étaient co-gérés. Et étaient placés sous mandat. Mais justement, ceux qui géraient ont des comptes à rendre. Non, le pays était placé sous mandat. Chargez donc, calmez-vous. Calmez-vous. Allez, je me calme. Tous ceux qui ont géré depuis 2001 jusqu'en 2018 ont des comptes à rendre, peu importe leur statut. Kabila était chef de l'État en ce moment-là. Et donc, croyez-moi, son bilan d'avant 2006 et celui d'après 2006 lui incombe. Lui seul? Attends. Il était le garant du bon fonctionnement des institutions, non? Il était le symbole de la nation. C'était lui le chef. Par conséquent, le bilan de 2001 à 2018 lui incombe. Il n'y a aucun moyen de pouvoir l'en dissuader. Comment dire? On ne peut pas l'en disculper. C'est impossible. Donc, s'il faut que je revienne aux indicateurs... Vous avez parlé du budget, les 4 milliards. J'ai dit que c'est ce même Kabila qui a, après 18 ans, allégué à son successeur 160 000 NU et NP dans l'administration publique. C'est ce même Kabila. Il faut préciser aussi que c'est ce même Kabila qui s'est précipité à augmenter le salaire des professeurs des universités. Est-ce que quand qu'il y avait 160 000 Congolais NP et NU. Quand vous donnez ces éléments-là, Cissé Traoré, est-ce que ce n'est pas un signe de
d'un bon leader ou d'un bon Non, gestionnaire. il ne sait pas Parce quelles que sont les priorités. voilà, Voilà, il s'empresse à augmenter les salaires des professeurs alors qu'il y a 160 000 Congolais. Attendez, je vais au bout. C'est la preuve que c'est un mauvais. Je vais jusqu'au bout. Vous voyez où étaient ses priorités? Je vais jusqu'au bout de ma question. Au début de l'année, les gouvernements fixent ses priorités. Et pour ne besoin d'aligner les fonctionnaires à payer, alors que peut-être que les budgets ne les permet pas. Aujourd'hui, on en a plus, mais pourquoi ne sont-ils pas payés? Voilà, qui vous a dit qu'ils ne sont pas payés? Qui vous a dit qu'ils ne sont pas payés? Ils sont pas vous payés. voyez que vous faites un mélange qui ne vous aide pas même dans votre argumentaire. Parce que moi, d'abord, je n'ai pas pris la chose annuellement. J'ai pris les 18 ans de gouvernance de Kabila. J'ai dit de 2001 à 2018, c'est inconcevable qu'il lègue à son successeur plus de 160 000 NP et NU. Et il y en a qui avaient fait 10 ans, 5 ans, 8 ans dans l'administration, même plus. Mais jamais payé. Mais c'est lui qui se précipite à ramener le professeur d'université à $2 000. Le professeur d'université représente quoi par rapport à 160 000 Et si la priorité c'était dans le secteur de l'éducation et la recherche, pourquoi ne pas y investir autant? Oh là, vous voyez que c'est un mauvais leader, il ne sait pas quelles sont les priorités. Oui. Argumentez-vous. Donc, je mets cette situation de côté, je rappelle encore que c'est ce même Kabila qui ne savait pas qu'il fallait, pour il fallait plus de 6 millions d'enfants, il fallait que plus de 6 millions d'enfants rejoignent les circuits scolaires en mettant en branle la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du pays. Le fait pour nous de n'avoir pas permis à ces 6 millions d'enfants de rejoindre les circuits scolaires, qu'est-ce que ça nous a produit? Des bougres et des délinquants. Ça, c'est à cause de sa gestion. À cause de la gestion de Kabila. Comme disait Thomas Sankara, vaut mieux de l'eau potable pour tous plutôt que du champagne pour quelques-uns. L'éducation sous Kabila ressemblait à du champagne auquel avait accès une portion d'enfants privilégiés. Mais alors qu'aujourd'hui, on a évolué, on a avancé, on a un budget qui sera bientôt voté de plus de 20 milliards, mais lorsqu'on en étudie l'impact et quand on va sur le terrain, on a l'impression qu'il y a un grand écart entre heureusement que c'est une prévisions budgétaires et heureusement que ce n'est qu'une impression. Les priorités ou le réforme. Merci pour le mot. Vous m'allégez la tâche de pouvoir détruire votre argumentaire. Vous dites que vous avez l'impression. Une expression peut aller jusqu'à se traduire en une vérité irréfutable. Peut aller. Donc vous êtes que dans les suppositions, jusque-là. Ne jouez pas avec le jeu de mots. Ah mais justement, les mots sont faits pour ça. Les mots sont faits pour ça, cher Gédéon. Donc, comme vous n'affirmez rien du tout, vous n'êtes que dans les suppositions, je suis à l'aise. Je vous dis cette impression, c'est vous qui l'avez. Moi, par exemple, je ne l'ai pas. Et il y a autant de Congolais comme ça qui n'ont pas cette impression-là, laquelle se limite à vous seul. Donc, il y a de fortes raisons que tu te trompes. Donc, concrètement, on va dire que le budget a des conséquences, de l'incidence dans le vécu quotidien des Congolais, et que les 6 millions d'enfants qui ont rejoint les circuits scolaires aujourd'hui a soulagé la pression sociale de combien de papas et de mamans et de tantes qui étaient des tuteurs de ces enfants-là, pour lesquels ils ne payent plus le minerval. Vous pensez bien ici sur ce plateau c'est un soulagement que social profond. Est bien meilleur sur ce point que vous avez de loin, Kabila. De loin, Tshisekedi, c'est le jour et Kabila, c'est la nuit, on ne peut pas les comparer. Du point de vue de la gouvernance, on ne peut pas les comparer. Et les résultats dont je parle de Tshisekedi, s'il faut faire le ratio, Tshisekedi les a obtenus en 6 ans. 6 ans et demi, on va dire, 6 ans et demi. Mais Kabila, ces résultats que je compare à celui de Tshisekedi sont ceux des 18 ans de gouvernance. Allez. Il n'y a pas match. Merci. Edeba, quelle est votre lecture après avoir écouté l'argumentaire de Cissé Traoré? Quand Kabila prend le pouvoir, tous nous connaissons dans quelles circonstances il accède ou il succède à son père, Mzee Laurent Désiré Kabila. En suivant l'homme, en scrutant de près sa vision, quelles étaient les priorités qui s'étaient fixées
au regard de l'état dans lequel le Congo se trouvait être englué? Merci de la question, cher Gédéon. J'ai été écœuré, j'ai été dérangé de suivre le propos de mon co-débatteur qui disait que Kabila serait une calamité quelconque, je ne sais pas, à cause de la mauvaise gouvernance et parce qu'il a laissé 4 milliards de budget à son successeur. J'ai beaucoup rigolé après. Parce que mon co-débatteur a semblé toucher un domaine qu'il ne maîtrise pas. La santé économique d'une nation ne se mesure pas par les milliards du budget national. La santé économique d'un État s'apprécie du point de vue de la croissance économique, du point de vue PIB. du taux, du PIB, des taux d'inflation et tous ces éléments réunis démontrent à suffisance la santé économique d'une nation et non pas les 16 milliards ou les 50 milliards si vous voulez. Kabila a été un bon gestionnaire. Comme tout homme, il n'a pas manqué de faiblesses. Mais du point de vue de la gouvernance, pendant une certaine période, je prendrai la fenêtre de 2010 jusqu'à 2016, Kabila a été de loin meilleur que Félix-Antoine Tshisekedi. Très loin meilleur. Sur quel plan Parce exactement? que du point de vue de la réforme déjà institutionnelle, il parle de vous devez vous Congolais rappeler qui ne sont pas payés. Il parle de la gravité de l'enseignement qui a permis aujourd'hui à retrouver un plus grand nombre d'enfants dans le circuit scolaire. Déjà, il faut commencer par dire, cher Gédéon, que nous devons nous éviter des discours anesthésiants. Ces institutions dont il est question ici, ce sont les institutions montées par Kabila. Est-ce que vous le savez? L'armée que nous avons aujourd'hui, c'est Kabila qui l'a érigée. La constitution dont nous utilisons aujourd'hui, c'est Kabila qui nous l'a apportée. Donc la squelette, la structure de nos institutions, c'est d'abord Kabila. Il faut être reconnaissant sur le mérite des autres. Et il faut beaucoup de respect à ceux qui ont géré. Hier, Félix-Antoine Tshisekedi tempêtait ici. Il va bien gérer la nation une fois à la présidence. Aujourd'hui, nous voyons la preuve. Dès lors que vous n'y êtes pas encore, abstenez-vous à faire des critiques vides et improductives. Quelles étaient les forces de Kabila? Les forces de Kabila résidaient comme un bon leader, dans le choix des animateurs politiques de nos institutions autour. Comme tout bâtiment qui est exposé aux intempéries, il faut avoir des fondations solides. Kabila était très bien entouré. Des gens intelligents, des gens spécialistes. La preuve, c'est que nous avons érigé l'État que nous avons aujourd'hui. En plus de cela, Kabila était favorable à la réforme. Dans le couloir, Cissé parlait qu'il lui manquait 15 collaborateurs. Comment était-il bon leader? Savait-il bien s'entourer alors que lui-même l'a avoué plus tard qu'il lui a manqué? Kabila n'a pas avoué manquer 15 collaborateurs. Il faut bien analyser les propos de Joseph Kabila. Il a dit, si j'avais 15 collaborateurs, au moins meilleurs, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est à cause de quoi? C'était à cause de Matata, par exemple. C'était à cause de, par exemple, Mouzito. C'était à cause d'autres animateurs qui, au-delà du fait qu'ils soient dans un regroupement politique X et Y, ils savaient délivrer de résultats de gouvernance, de résultats d'excellence au sein des institutions politiques. Voilà pourquoi il disait, si je pouvais avoir autour de moi plusieurs personnes de la sorte, ce pays avancerait. La preuve, c'est que nous avons fait des progrès économiques énormes sous Kabila. Pour la première fois depuis que le pays a accédé à l'indépendance, notre nation a pu faire en 2014 un excédent budgétaire de 1,644 milliard de dollars. Ça arrive rarement. Ça n'a jamais été réalisé depuis que le pays a accédé à l'indépendance. Ce sont là un excédent budgétaire. C'est sous Kabila que nous avons la TVA. C'est sous Kabila que nous avons le code minier. Revisé d'ailleurs, ce qui a causé même son départ. C'est sous Kabila que nous avons eu le code forestier. Mais vous ne connaissez pas. Le code minier a été révisé sous Matata. Et c'est ce qui même a causé son départ. Et le code minier a été aussi validé, voté, ratifié par l'Assemblée nationale en 2018. Tshisekedi n'était pas président de la République.
C'était sous Kabila. Et c'est ça qui m'a permis que Tshisekedi puisse commencer par, n'est-ce pas, palper des doigts le résultat de ces réformes qui améliorent même le budget national. Le cadre macroéconomique semblait être meilleur. Mais pourquoi la population est restée sur sa faim et même critique vis-à-vis de la gouvernance de l'époque? Le problème, c'est que personne ne fait l'unanimité. Cher Gédéon, même vous ne faites pas l'unanimité chez vous à la maison. Même Jésus-Christ ne faisait pas l'unanimité. Là n'est point question. Ici, il faut parler du culte de résultats. Nous avons fait un bond de progrès de plus de 11 places à Litié, sous Kabila. Vous le savez? Mais ça s'est traduit par quoi? Dans la vie des Congolais, ça s'est traduit par la création de la richesse. Je vais en arriver, calmez-vous. Sous Kabila, nous avons créé combien d'entreprises publiques? Il y a Transco, je vous cite, qui a engagé plus de 500 Congolais. Pas même 1000. Des éléphants blancs. S'il vous plaît. Vous en avez créé combien après les éléphants blancs? Non, ça ne sert à rien. Vous en avez créé combien? Les éléphants blancs, même les jaunes, vous les avez créés où? Ça ne sert à rien d'en créer alors que vous ne savez pas prendre soin des entreprises que vous avez. Exactement, vous ne pouvez même pas assurer la continuité mais lui-même il dit de l'État. C'est-à-dire que, il est d'accord. S'il vous plaît, oh là là, mais vous me dérangez, mon frère. Allez-y. Nous avons créé la croissance économique qui s'est matérialisée, s'il vous plaît. Oh là là. De l'alchimie. Vous ne connaissez pas, vous prenez quand même soin de... Non, c'était du concret, c'est que Matata Pogno. Je ne rencontre pas ma vie ici. Je ne rencontre pas ma vie ici. Informez-vous. Je parle de la réalité de gouvernance qui est de loin comparablement supérieure à celle d'aujourd'hui. Nous avons créé une richesse par la création de 2 emplois. Nous avons créé sous Kabila, je parle de nous Congolais, au-delà de toutes les réformes que vous citez ici, Transco par exemple, qui a engagé plus de 1000 Congolais, avec des bis pimpants neufs. Moi, ma déception, attendez, calmez-vous, vous gardez la parole. Ma déception et mon point de vue, c'est comment vous créez des emplois et en même temps, vous ne savez pas prendre soin des entreprises que vous avez trouvées, qui sont déclarées des entreprises aujourd'hui en faillite. Comme quelle entreprise? Il y en a plein. Comme quelle entreprise on a trouvé qui était en bonne santé? On a Tra sous Kabila. Non mais attendez. Kabila a trouvé Onatra sous quoi? S'il vous plaît. L'histoire là de vous anticipez les questions. S'il vous plaît, mon frère. Vous anticipez. Il y en a tant. Vous anticipez les questions. Laissez-moi avancer si vous voulez des réponses. Malheureusement, vous avez atteint le temps. Joseph Kabila a trouvé Onatra sous quelle forme? N'est-ce pas que sous Joseph Kabila, il y a eu réforme au sein de l'ONATRA? Il y a même eu la réparation des ITB, Kokolo et les autres. Vous devez vous rafraîchir la mémoire. Nous ne sommes pas en train de raconter nos vies ici. C'est-à-dire que Kabila, au-delà de créer Transco, il a initié beaucoup de réformes qui ont créé des emplois. Nous devons aussi rappeler que sur le plan stratégique de l'amélioration du cadre des coopérations au niveau de commerce, Kabila a créé les guichets uniques, ce qui a facilité tout le commerce. Merci beaucoup. Ajoutez à cela Congo Airways. Ajoutez à cela Esprit de Vie, qui était d'ailleurs la voie à suivre pour moderniser les transports publics, ce qui n'existait plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, si je dois me mettre ici à parler de ce que représente la gestion de Joseph Kabila, non, mais écoutez, il y a beaucoup de choses, mais cependant, il ne faut pas qu'on s'amuse à comparer la gestion de Félix Antoine Tshisekedi qui accumule 16 milliards de dettes extérieures en 7 ans, alors que Joseph Kabila a fait toutes ces réformes sans aucun rang à devoir à aucune institution financière internationale. Merci beaucoup. Ayez beaucoup de respect à M. Joseph Kabila et à Matata Pogno qui a amené ces réformes au sein de l'administration publique. Sans parler des ENA et tout ce que vous voulez. 16 milliards de dettes, on en parlera lorsque vous allez reprendre la parole. Comment on y est arrivé alors qu'il y a un budget qui plaide en faveur du pouvoir actuel. Et Cissé Traoré, vous reprenez la parole. Parlons maintenant de la gouvernance sécuritaire sous Kabila et sous Félix Tshisekedi. La gouvernance sécuritaire, vous pensez qu'elle est bien meilleure aujourd'hui qu'hier par rapport à ce que nous vivons ou à ce à quoi nous assistons, surtout dans la partie orientale du pays. Même vous inspirera du dernier discours du président à la tribune des Nations Unies. Il a
manifester le souci de voir des résultats, mais qui n'arrivaient pas. J'ai, enregistré de nombreuses contre-vérités venant d'en face. C'est-à-dire que c'est comme si... C'est pour ça qu'on disait que Matata était spécialiste à flouer les peuples. Il inventait des chimères que le petit peuple n'arrivait pas à comprendre. Si vous ne maîtrisez pas ce qu'il faisait, informez-vous. Calmez-vous. Je comprends que mon frère est journaliste, il ne connaît pas cette matière, il ne peut que dire ça. Donc, Matata a fait des merveilles. Beaucoup de respect Ça, à nous devons le votre reconnaître. Vous êtes à deux. Parce que je suis journaliste. Il a deux défenseurs. L'obligation de la vérité nous guide. Qui vous dit que ce que vous dites est la vérité? C'est parce que c'est Parce que je l'ai dit. D'où vous sortez ça? Parce que je l'ai dit. Depuis quand c'est vous qui dites la vérité? Non, tous ici nous pouvons dire la vérité. Autant vous pouvez mentir, autant moi aussi je peux dire la vérité. Donc, ce que vous dites n'est pas forcément une vérité que doit gober. Avançons. Je ne peux pas comprendre que l'on me dise toute la kyrielle qu'il a mentionné ici de ce qu'ils auraient pu accomplir sous leur règne. Je ne peux pas comprendre qu'en même temps, il y ait des gens, plus de 160 000, qui, eux, travaillent sans jamais être payés. Ils travaillent pour l'État pendant plus de 10 ans. Mais vous vous vantez d'avoir... Attends, ça dépasse tout entendement, ça. On n'envoyait jamais personne à la retraite. C'est Tshisekedi qui a commencé ça. Vous n'avez même pas honte de vous comparer à ça. Vous ne comprenez pas que ce que Tshisekedi fait touche directement la vie des Congolais au quotidien. Directement. A un effet direct sur le quotidien. Un effet négatif. Oh là. Je vous dis que c'est sous Tshisekedi que les gens ont goûté. À quoi? Comment dire? À la retraite honorable. C'est quoi la retraite? C'est sous Tshisekedi. La création de richesses. Calmez-vous. C'est sous Tshisekedi que les gens qui ont travaillé pendant plus de 10 ans, qui étaient de NU et de NP, mais qui aujourd'hui sont payés. C'est sous Tshisekedi, plus de 160 000. Mais c'est sous Tshisekedi qu'aujourd'hui, les militaires ont un salaire doublé. Une solde, si vous voulez. C'est sous Tshisekedi aujourd'hui que ceux qui sont au front ont $500 de plus. Quand est-ce qu'ils ont eu ça? Quand est-ce qu'on a doublé? C'est sous Tshisekedi. Quand est-ce qu'on a doublé? Doublé quoi? Quand est-ce que la solde est passée du simple au double? Depuis mars. C'est après quel événement? Attends. Après quel événement? Ça veut dire que ça doit avoir rapport à un événement? Effectivement. Comment ça? Ça, c'est quelle logique, ça? Ici, on ne fait rien sans rien, sans pression. Il y a eu la pression militaire. Non, calmez-vous, cher Gédon. Réfléchir les autorités. Ce n'est pas vous de Kinshasa qui avez la gouvernance entre vos mains. Ceux qui ont reçu mandat vont gouverner selon le programme qu'ils avaient proposé au peuple. Donc, qu'il y ait événement ou pas, que ça vous enchante ou pas, ils avaient un contrat avec le peuple. C'est lui-ci qui va les juger. Donc, on ne devrait pas, avant d'augmenter, que l'on attende un événement. Je ne sais pas d'où vous sortez une telle logique. On a augmenté ça en mars. Calmez-vous. Attendez. La solde a été augmentée en mars 2024. C'est ce que vous dites. C'est seulement au fond. Est-ce que c'était réparti? Est-ce que c'était budgétisé? D'où est venu cet argent qu'on a augmenté aux policiers et militaires? Retenez qu'aujourd'hui... D'où est venu cet argent? Calmez-vous. Vous me demandez d'où est venu cet argent. C'est à moi de répondre à la question. Oui. C'est le gouvernement qui a augmenté. Vous pouvez lui adresser une question. Et il vous dira d'où est venu l'argent. C'est très simple. Vous savez comment atteindre le gouvernement. Voilà. Donc, maintenant, il faut avancer. Je vous ai mentionné plus de 6 millions d'enfants. Ce qui est l'équivalent de combien de familles, de combien de parents qui se sentent allégés du point de vue social. Il a même éludé la question. Il ne pouvait pas aborder la question étant donné que c'est une arme à destruction massive. Non, ce n'est même pas une arme. Ça fait même pas tuer des qui dévaste tout ce qui est en face. Jamais. C'est ce qui a permis à Tshisekedi d'être élu massivement. Ça, c'est un point capital. Et on ne peut pas s'opposer à ça. Mais permettez-moi quand même. Vous dites on ne peut pas s'opposer à ça. Mais permettez-moi quand même de dire quelque chose. Je le vois gesticuler, cherchant des arguments. Je reste sur le fait. Vous parlez de la gratuité de l'enseignement implémentée sous Tshisekedi. On est bien d'accord. Est-ce que toutes ces réformes ou toutes ces prouesses ne peuvent pas être comprises ou placées dans le cadre de la continuité de l'État? Il faut d'abord que l'État existe pour que ces réformes viennent Laissez-moi vous répondre. Comme réponse à ce qui a déjà été fait. Si
n'y avait pas un travail qui avait été fait au préalable. Cette gratuité, l'enseignement dont vous parlez, et n'aurait pas raison d'être instaurée. Et c'est pas ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire merci à Kabila, par exemple, ne serait-ce que sur ce point? Donc, le souci que vous anime ici, de me convaincre à dire merci à Kabila. Mais c'est quand même étonnant que ça vienne de vous. Sur ce plateau, vous n'êtes pas mon co-débatteur. Vous n'êtes pas mon co-débatteur. J'ai dit, je reste sur les faits. C'est lui qui va vous contredire peut-être. Vous sollicitez les merci pour Kabila. C'est quand même tendancieux, ça. Donc, moi, je ne peux pas, moi, m'opposer au principe de la continuité de l'État. Ce que Kabila et, comment dire, Mouzé ont trouvé, il y a quelqu'un qui a construit ça avant qu'il n'arrive. Mais ils en ont fait usage, même s'ils ont tout déployé pour pouvoir faire tabula rasa et de massacrer, de salir même le nom de Mobutu, lequel leur a légué beaucoup, notamment l'État, en un seul morceau. Mais il y a des projets que Kabila avait initiés, mais que c'est Tshisekedi qui a inauguré. Je le reconnais. Pourquoi je devrais ne pas croire que la continuité de l'État existe? Comme quel projet, par exemple? Mais le bâtiment juste en face du Palais du Peuple, que Tshisekedi a, comment dire, inauguré récemment. Là où le congrès de l'Union sacrée s'est tenu. Le centre culturel. Quelque chose comme ça, là, juste en face du Palais du Peuple. Voilà. Mais il y a Arena qui va bientôt finir. C'est Tshisekedi qui va l'inaugurer. C'est Tshisekedi qui va. Ça, ce n'est pas son œuvre. Non, il parle des œuvres laissées par Kabila. C'est un problème, je ne sais pas. Vous êtes où? Allez-y. Soyez dans le débat. Donc, je ne peux pas, moi, tout en reconnaissant ces œuvres, et nier que la continuité de l'État existe. Non, non, non. Et en quoi Kabila elle existe? existe? Par exemple, voilà dans la pourquoi gouvernance je dis sécuritaire. souvent aux gens, ceux qui reprochent aux autres de mentionner Kabila tout le temps, par ignorance bien sûr, parce qu'ils ne savent pas qu'on doit tout le temps mentionner Kabila pour comparer avec la gouvernance de Tshisekedi. C'est ça la continuité de l'État. La continuité de l'État ne suffit pas à dire il a laissé ceci et Tshisekedi vient inaugurer, il poursuit. Non, la continuité de l'État, c'est de mesurer l'évolution en comparant avec le point A qui est Kabila vers le point B qui est ce que Tshisekedi fait. C'est comme ça qu'on peut quantifier le développement. Mais bon, j'entends beaucoup d'ignorants râler ça et là. Votre pouvoir, c'est Kabila. Pourquoi toujours mentionner Kabila? Alors qu'eux-mêmes ont mentionné Mobutu. Allez, votre regard, des années, votre regard sur la gouvernance sécuritaire est-elle bien meilleure qu'hier? Merci de la question. La différence avec le régime de Kabila, c'est que Tshisekedi, Tshisekedi qui jouit du pouvoir actuellement, c'est son prédécesseur qui lui fait la guerre. C'est lui-même qui lui a légué le pouvoir. D'après quel rapport? C'est lui qui lui fait la guerre. D'après quel rapport? D'après les témoignages de tous les associés de Nanga, Eric Nkuba et les autres qui ont été arrêtés. Le verdict a été rendu? Qui a parlé de verdict? J'ai parlé de témoignages. Pesez les mots. De témoignages d'un individu à force d'une vérité. Vous voulez rajouter quoi? Vous voulez rajouter quoi? Ce sont des témoignages, oui ou non? Des aveux, oui ou non? À force d'une vérité. Attends. À partir du moment où le verdict n'est pas rendu par la justice. Qui vous plaît, alors vas-y, ajoutez. Mais moi, je vous dis qu'il y a eu des témoignages donnés devant la haute cour militaire. Ce qui a permis à celle-ci de confectionner même le dossier et de poursuivre Kabila. Tous ces éléments-là, calmez-vous. Il est présumé innocent jusqu'à l'heure actuelle. Est-ce que je dis ici qu'il était condamné, cherchez donc finalement parce que un vous peu de dites que c'est lui qui nous fait la guerre. Vous avez affirmé des choses. Mais justement, j'affirme en fonction du dossier précédent, celui de Nanga, où des aveux ont été faits. Celui-là avait été clos. On l'a même condamné. Pourquoi ces temps on ne l'avait pas condamné? Ou pourquoi ces temps on n'avait pas ouvert le procès? Parce qu'on dit qu'il est complice. Attendez, calmez-vous. On dit qu'il est complice. Et nous savons ici, en juin 2024, les Nanga et Sekwaïskizi ont été condamnés à la peine de mort. Pourquoi à ce temps-là, n'a-t-on pas aussi condamné Kabila? Parce qu'il y avait déjà les témoignages d'Eric Nkuba. Pourquoi le faire aujourd'hui? C'est pourquoi l'opposition dit qu'il s'agit d'un procès politique. Rien de plus. Désormais, c'est en fonction de vos humeurs que la justice doit décider de quand est-ce qu'il faut ouvrir une action. Moi, je pose une question. Répondez à la question. Je suis la justice. Mais je vous explique que la justice... Vous venez pour analyser. Je vous explique que la justice... Oui, voilà. Analysez. Voilà ce que j'ai fait si c'est une analyse. Je vous dis que la justice ouvre le dossier comme bon lui semble, quand il veut. C'est elle qui est le maître de l'action judiciaire. Ce n'est pas parce que quand on juge Nanga, si elle décide de taire d'abord le dossier, d'attendre que ce procès soit clos pour en ouvrir un autre,
C'est comment Les maîtres de l'action judiciaire. C'est quand le procureur va apprécier. Qui est le maître de l'action judiciaire? Vous vous éparpillez pour rien à vouloir me contredire. Qui est le maître vous de l'action judiciaire? La question est calmez-vous. Le maître de l'action judiciaire, c'est qui? Calmez-vous ici. C'est quand le ministère public va vouloir ouvrir le dossier, c'est là comme ça lui plaît. Mais ne me demandez pas pourquoi ils n'ont pas ouvert ça quand on jugeait quand même. Vous voulez que je vous réponde quoi? Je vous dise quoi? Vous-même, vous ne trouvez pas que votre question est inappropriée? Oh. Pour évoluer, je disais tantôt que c'est Kabila, le prédécesseur de Tshisekedi, qui lui fait la guerre. Ce qui est différent, il change de donne. Parce qu'ici, nous avons un ancien président de la République maîtrisant tous les rouages du pouvoir, ayant des entrées dans les services de sécurité, dans l'armée, dans l'administration, dans tout. Bon, Kabila a des entrées jusqu'à ce jour. Donc on n'a pas réussi à les déboulonner. Vous transformez en... Je ne fais que poser des questions, chers confrères, si c'est vrai. Et puis, on n'a pas réussi à déboulonner Kabila jusqu'à ce jour. Ces relances intempestives insinuent quoi exactement? J'aimerais bien comprendre, en cerner le contour. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Jusqu'à ce jour, n'a-t-on pas déboulonné Kabila? Parce que vous affirmez bien qu'il a encore des entrées dans les services de sécurité, dans l'administration. Donc, jusqu'à ce jour, après 7 ans, l'ombre de Kabila. Voilà pourquoi. Vous êtes tellement, le fantôme de Kabila. Vous êtes tellement enthousiasmé à me contredire que vous ne comprenez même pas ce que j'ai dit. J'ai dit ici, c'est un ancien président ayant cédé le pouvoir à Tshisekedi et qui connaît tous les rouages du pouvoir. Il a des entrées. Voilà. Mais ça fait combien de temps que ce procès a commencé? Presque une année. On évolue. C'est quand est-ce que Kabila a commencé la guerre contre Tshisekedi? C'est en 2021. Mais qui vous dit qu'après qu'on a découvert que c'était Kabila qui était derrière, on n'a pas cassé toutes ces entrées? Aujourd'hui, c'est chose faite. C'est en 2021. C'est chose faite? Je crois que oui. Maintenant, vous avez la réponse à votre question. On peut évoluer. Ma question est la suivante. Laquelle? Parce que c'est Kabila qui ferait la guerre, ou dans le cas de vos propos, qui fait la guerre à Félix Tshisekedi, c'est comme ça qu'on doit constater le manque des résultats dans la résolution de la crise dans l'est du pays pour aller demander du soutien aux États-Unis et à l'ONU. D'abord, je prends la dernière partie de votre question. Aller demander du soutien aux pays alliés ou amis ou partenaires, il devrait pas vous choquer. Parce que vous insérez ça dans votre question avec un peu de péjoration. Comme si c'était quelque chose à éviter, alors que tous les pays amis à travers le monde demandent de l'aide à leurs alliés. Demander de l'aide, ce n'est pas une exclusivité de la RDC. Mais parce que, pour revenir à la première partie maintenant de votre question, parce que c'est Kabila qui fait la guerre à Tshisekedi. Au moins, Kabila a eu l'avantage d'avoir été président de la République avant Tshisekedi et de connaître les méandres de l'armée, de la politique, de la gouvernance, de l'administration et de tous les services de sécurité. C'est ça l'avantage de Kabila. Mais attention, pour autant, tout ne lui est pas servi sur le plateau. Voilà pourquoi il rencontre des difficultés à venir jusqu'à Kinshasa, qu'il a promis d'atteindre depuis, depuis le 15 juin. Donc, Kabila sera victorieux seulement lorsqu'il va atteindre Kinshasa. Calmez-vous. Selon votre raisonnement. Ça, c'est ta conclusion. Moi, je suis en train de réfléchir de la manière qu'il rencontre la des chute difficultés des sur le villes, terrain. Aujourd'hui, c'est Zigira qui est tombé. Goma, Bukavu, passer sous contrôle de l'ennemi. Ça ne fait rien. Le fait pour eux d'être heurtés à des difficultés et de ne pas savoir prendre des nouvelles, faire des nouvelles, comment dire, conquêtes, ça ne vous dit rien. C'est la preuve qu'en face, il y a résistance. Il y a une armée qui s'oppose à l'avancée de la rébellion. Merci. Allez, vous avez pris 14 minutes, j'ai mon chrono ici. Allez, on va le faire de même avec Joseph Edeba. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi affirme sans rire qu'il y a des conditions pour parvenir à une paix durable, une paix véritable et non une paix factice. Alors, ma question, parce qu'il parle de l'autorité de l'État, il faut que l'autorité de l'État soit ressentie dans les territoires ou les zones occupées. Mais nous avons un problème d'autorité de l'État, ici même à Kinshasa. Pourquoi ne pas commencer par imposer l'autorité de l'État
Kwango à Kinshasa avant d'attaquer l'autre problématique plus complexe de l'Est du pays. Et avec ça, on doit toujours compter sur l'ONU. Merci, cher Gédéon. Je vais commencer rapidement par relever, je ne voudrais pas dire ineptie, mais quelques banalités ici présentées par mon co-débatteur, qui du reste n'a pas de la maîtrise sur la question ni économique, moins encore sécuritaire du pays depuis l'époque jusqu'à présent, parce que vous lui avez posé des questions, il a balbutié. Je lui croyais vraiment être pertinent pour, n'est-ce pas, nous rencontrer avec des réponses adaptées à la réalité, au vécu du peuple congolais. Il a parlé de plus de 1000 et quelques, de 100 000 et quelques NP, et c'est Tshisekedi qui est venu actionner la retraite. C'est comme si envoyer les Congolais à la retraite était créer de la richesse pour le pays. L'on rencontre quoi ici? Et il faut rappeler que pour envoyer les gens à la retraite, l'État doit se préparer à payer les indemnités. On ne le fait pas dans un rêve. Comme eux pensaient gouverner la nation dans la mythologie. Tout se prépare. Une gouvernance s'anticipe de la réflexion, mais aussi des calculs qui doivent se faire. En effet, la création de l'ENA, qui est un cadre de formation adapté pour la qualité de l'élite qu'on doit mettre aujourd'hui à la fonction publique, voudrait essayer que désormais, on n'engage plus n'importe comment les gens. Il fallait restructurer la colonne vertébrale de l'administration publique, qui dirait se doit délivrer des résultats de gouvernance dans les institutions. Être fonctionnaire de l'État n'est pas une gratification, c'est un travail où vous devez vous adapter à délivrer ce que vous connaissez pour l'avancement du pays. Et voilà que ça devait suivre la logique du progrès. On n'engage pas n'importe qui et on n'envoie pas les gens à la retraite n'importe comment. Ça, c'est déjà balayé. Je prends la question. D'ailleurs, il n'a pas su me rencontrer sur les 16 milliards de dettes extérieures, alors que Kabila n'avait même pas 0 franc à devoir, jusqu'à ce qu'il a laissé le pouvoir. Il me dit, ici, écoutez, quel impact il y avait, parce que Tshisekedi touche la vie des Congolais aujourd'hui, par rapport à la région de Kabila, avec plus de 6 millions d'enfants qui sont renvoyés à l'école. Mais il faut être amnésique pour ne pas se rappeler que la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. D'après quelle disposition? D'après article... Lisez l'article 43 de la Constitution, vous allez voir. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Ça, c'est la Constitution. Mais ça n'a jamais été respecté sous Kabila. S'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est une chose effective. La gratuité de l'enseignement ne devait pas se faire à la va-vite, parce qu'aujourd'hui, nous avons les défricotages de la qualité d'enseignement. C'est-à-dire que l'État devait prendre en charge la responsabilité, substituer la responsabilité des parents, mais cela devait se faire progressivement. Posez la question à ceux qui ont fréquenté l'école. En 2008, 2009, 2010 et 2012, ils vont vous dire qu'il y avait des frais qui étaient réduits, surtout auprès des écoles catholiques. On avait diminué pourvu que l'on progresse, l'on y va progressivement et atteindre l'objectif. Mais Tshisekedi est venu faire le populisme. Mais en attendant, aujourd'hui avec la gratuité de l'enseignement, le populisme, s'il vous plaît. Mais il vous avance des chiffres. Attendez. Hein? Aujourd'hui, c'est plus de 6 millions d'enfants. Allez-y scruter maintenant la qualité de l'enseignement. Même sous Kabila, la qualité n'était pas fameuse. Hein? Non, mais attendez. Franchement, attendez. La qualité de l'enseignement connaît une chute depuis 1990. Mon frère, s'il vous plaît. Et bon Dieu. Vous savez, Nelson Mandela disait, l'éducation est la seule arme fatale que l'on puisse utiliser pour vaincre la pauvreté. D'accord? D'accord. Mais cependant, parlant de la gratuité de l'enseignement progressif constitutionnel au Kabila, l'objectif était de préparer cette gratuité complète à venir avec la construction de nouvelles infrastructures qui allaient abriter le nombre rajouté au total de ces enfants qui allaient venir étudier. Aujourd'hui, dans une salle où hier, il y avait 70 élèves, vous en avez 170 ou 200. Comment vous faites pour mettre ces élèves qui étudient dans des conditions de maintenir et d'apprendre bien les leçons? N'est-ce pas que la qualité a baissé?
Le problème se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour Donc, eux, c'est ça la preuve que la s'il vous plaît, la Constitution avait déjà prévu les mécanismes de la gratuité de l'enseignement. Et ce n'est pas une œuvre à Tshisekedi. Il n'a fait qu'une continuation de l'action publique de l'État. Arrêtons de chercher la célébrité inutile. Il a dit encore quelque chose tout à l'heure ici. Vous lui avez posé la question pertinente sur la question de la sécurité par rapport à hier, aujourd'hui, où en sommes-nous? Tshisekedi a trouvé ce pays sans guerre à l'est du pays. Tshisekedi a trouvé ce pays... C'est ça qui lui fait la guerre. Non, ce sont des allégations vides et improductives, moins encore prouvables. Vous avez vu comment le ministère public a souffert à démontrer les preuves qui accablent le fait que Kabila soit celui qui fait la rébellion aujourd'hui à l'est du pays. C'est dit qu'il y a eu des témoins. Parce que, non, écoutez, pour identifier soit un auteur, soit un co-auteur ou un complice, les droits disent il faut avoir des éléments indispensables sans lesquels cette action de la rébellion ne pourrait être posée. C'est-à-dire que si vous accusez Joseph Kabila d'être auteur ou complice, vous devez brandir les éléments indispensables, c'est-à-dire les armes, les touraillas, les transactions bancaires faites par ces derniers, qui a occasionné la rébellion à l'est du pays. Or, mon frère ici, il ne sait même pas disposer d'une preuve qui, n'est-ce pas, démontre que Kabila est derrière la M23. Et faut encore les allégations d'un certain X individu forcé à dire une contre-vérité, alors que devant les caméras, il a dit autre chose. Rappelez-vous, Eric Kouba a changé de version devant la caméra à la RTNC. Ce n'est pas autant dire que les allégations, paroles vides, restent preuves intangibles et indispensables. Donc, vous ne pouvez pas penser que... constituer ou conduire à la piste. Non. Pour incriminer, nous sommes ici en matière pénale, quelqu'un qui est complice de, par exemple, la FCM23, les droits dit et exigent, il faut qu'il y ait des preuves indispensables. Mais le témoignage, c'est une preuve. Non, ce n'est pas bien qu'elle est imparfaite, mais en droit, ça reste une preuve aussi. Ce n'est pas une preuve indispensable, le témoignage. Mais soyons d'accord que c'est une preuve. Ce n'est pas une preuve indispensable. Or, le droit dit en pénal, pour qu'il y ait complicité, vous devez prouver que l'auteur de la commission de l'acte ou son complice a reçu de l'apport matériel indispensable. Où en sommes-nous? Où est la preuve que Kabila a apporté des soutiens, je vais dire ici, indispensables au mouvement AFC M23? Il n'y en a pas. Il est complice. Il n'est pas complice, il n'est même pas auteur, parce que l'auteur et le co-auteur discutent avec le gouvernement à Doha. L'auteur et le co-auteur discutent avec le gouvernement à Doha. Kabila n'est pas là-bas. Vous comprenez? Donc, il faut arrêter de blaguer avec la population qui nous suit. En outre, il dit encore quelque chose ici, parlant de la gouvernance sécuritaire dans l'Est du pays. Cette gouvernance sécuritaire basée sur les supputations, mais aussi l'hésitation de gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi, qui est identifié aujourd'hui comme le mal de gouvernance pour notre pays. Il est allé signer des accords à l'international, en violation de la constitution de notre pays. Parce que l'article 213 et 214 nous éclairent, nous illuminent par rapport à la démarche de signer les traités et de ratifier les accords au niveau international. Vous revenez sur ces débats. Oui, mais il faut l'éclairer. Il faut l'éclairer. L'article 213 donne le pouvoir. Alors, il faut la lire. 213, les traités et accords titre 5 internationaux. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Et le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en le président négocie, le gouvernement le président ratifie. Négocie et ratifie. Voilà, maintenant, à l'article 214, suivez là où il y a la pincette. Les traités de paix, c'est qui a été signé aux États-Unis. Les traités de commerce. Les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement de conflits à l'international, les conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques et ceux qui modifient les dispositions législatives relatifs à l'état des personnes et ceux comportant un échange d'addiction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. C'est-à-dire,
Avant que celle-ci, comme ce que nous avons signé aux États-Unis, puisse être ratifiée, il faut que ça puisse être passé par l'Assemblée nationale au préalable. Mais qu'est-ce qu'on attend? Parce que l'Assemblée nationale, c'est elle qui a compétence à créer les lois. On attend quoi pour le faire? Ça ne s'est jamais fait. Tshisekedi a envoyé encore pire un membre du gouvernement qui a qualité de ratifier les accords non soumis à ratification pour aller signer cet accord à Doha. Justement pour vous dire que ceux qui sont là ne respectent ni la Constitution de près, moi encore de loin. Et d'ailleurs, du point de vue de la gouvernance, mon frère, nous avons un État qui a atteint le niveau de déliquescence inexplicable. Ce qui justifie l'absence de l'autorité de l'État. Aujourd'hui, ça fait plus de 8 mois qu'une grande partie de nos territoires nationaux sont contrôlés. Vous voyez, une grande partie est contrôlée par la révolution, si vous voulez. Et mais cette révolution-là, qu'est-ce qu'il y a des opposants armés. Qu'est-ce qu'il y a de révolution dans la CM23? Il n'y a rien de révolution. C'est contrôlé par les opposants armés. Parce que hier, Étienne Tshisekedi appelait tous ceux qui prenaient les armes comme les opposants armés. Ce n'est pas moi qui invente les termes ici. Aujourd'hui, l'étendue du territoire national est contrôlée par l'opposition armée. Où est passée la force de l'État? Qui est le Léviathan? Et qui est pour responsabilité et rôle premier de, n'est-ce pas, sécuriser le peuple congolais et le territoire national. Deuxièmement, de répondre aux désidérata de cette population. Or, aujourd'hui, Jean Gédéon, celui qui habite Goma, les Congolais qui habitent Bukavu, il ne sait pas être protégé par Tshisekedi. Aujourd'hui, les Congolais qui habitent Goma, il ne sait pas prendre un avion Congo Airways, atterrir à Kinshasa. Il en a reçu mandat. Et donc, aujourd'hui, il faut dire que Tshisekedi n'est même pas le président de la République démocratique du Congo parce qu'il ne contrôle pas l'ensemble du territoire national. D'où la justification de l'absence de l'autorité de l'État, ce qui aujourd'hui prouve à suffisance encore cette légèreté en matière de la sécurisation des Congolais. Merci. Comment vous faites pour restaurer l'autorité de l'État dans la zone contrôlée par l'opposition armée? Tshisekedi va ça et là. Il ne veut même pas entendre aucune initiative venant de l'intérieur dans le sens de créer un climat propice, n'est-ce pas, cadrant vers le dialogue. Merci beaucoup. Cissé Traoré, vous avez 3 minutes, on est déjà vers la fin. Le président du haut de la tribune des Nations Unies parle de l'autorité de l'État qui doit être imposée dans les zones occupées. Il parle des conditions pour parvenir à cette paix véritable. Ma question, comment recouvrer la paix véritable et durable sans la réaffirmation de la puissance militaire du pays? Est-ce en s'appuyant sur Doha ou sur Washington qu'on parvient réellement à la paix durable et définitive? Merci de la question. Vous avez 3 minutes. Je vais commencer en 3 minutes. 5 minutes pour cette question. Je vais balayer des mensonges monstrueux qui ont été dits de l'autre côté. Il raconte qu'en 2018, quand Kabila s'en allait, bon, disons 2019, RDC n'avait pas de dette extérieure. Vérifiez, vous verrez. Vérifiez, vous verrez qu'après de 4 milliards de dettes extérieures. Auprès de qui? 4 milliards. Vérifiez. Auprès de qui? Informez-nous directement. Quelle dette, monsieur? Il n'y avait pas de dette. Vérifiez, vous verrez qu'en 2018, la RDC avait une dette extérieure. Vous êtes de lui de pèse. 3, vous êtes de lui de 3 milliards et demi de dollars, près de 4 milliards. Mais auprès de qui? Auprès de quelle institution financière? Attendez, quand on atteint le point d'achèvement, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, j'ai même peur. J'ai peur. Quand on parle d'aide extérieure, on la contracte auprès de qui? Quand on parle d'un point d'achèvement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez-nous de quelle institution? Quand vous atteignez le point d'achèvement, ça veut dire que vous ne pouvez plus contracter de dettes. C'est ça votre compréhension. À partir de quel moment on a contracté la dette? Allez, cher Gédon, mais... Le programme avec la FMI a été suspendu, monsieur. C'est moi qui dirige le débat. À partir de quel moment on a contracté la dette? D'abord, il faut savoir aussi que du point de vue de l'effacement de la dette, parlons de l'effacement parce qu'elle n'avait pas été payée totalement. Il y a eu des conditionnements qui ont été suivis pour pouvoir atteindre le point d'achèvement. Et c'est grâce à cela que les institutions ont décidé finalement de nous effacer la dette.
Il y a des conditions pour c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu des conditionnalités. Suivez-moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a eu des conditionnalités. Que des pays qui étaient comme candidats à l'effacement de la dette devraient suivre pour qu'on arrive à l'effacement de la dette. Mais il ne faut pas faire avaler aux gens aussi que la dette avait été complètement payée par des efforts du gouvernement congolais. Non. Une partie a été payée et une autre a été effacée. Nous a été gracieusement effacée. Mais maintenant, renseignez-vous. En 2018, de combien était la dette extérieure de la République du Congo? 0. Vous aurez la réponse. 0. Comme vous êtes sous-informé, 0. Informez-nous l'institution auprès duquel l'État congolais a contracté des dettes en 2018. Il n'a pas arrêté de mentir, mon frère. Il a encore, comment dire, il a dit d'autres contre-vérités ici. Comme quoi, le niveau de l'enseignement, la qualité de l'enseignement a baissé à cause de la gratuité. Allez, bon sang. La gratuité désordonnée de l'enseignement aujourd'hui, c'est en pompe. Même Gédéon vous a contredit. Non, il ne au moins sur ce point-là, il est rationnel. Vous ne pouvez même pas me objectif. Vous ne pouvez même pas me contredire. Sur ce point-là, il a été objectif. Il vous a contredit pendant que vous étiez en train de cracher vos mensonges. En quoi, par exemple? La qualité de l'enseignement a baissé depuis Mobutu. D'après mes recherches. Depuis Mobutu. Attendez, d'après mes recherches, le document de finances publiques, médias spécialisés dans les finances publiques, en 2019, la RDC avait la dette de 3 milliards. C'est déjà 2019. De dollars américains. Déjà 2019. Vérifiez 2018. C'est le même montant. C'est Tshisekedi qui est déjà là. 2018. Je vous rassure, jusqu'à ce que nous puissions aller aux élections. S'il vous plaît, jusqu'à ce que nous partions aux élections. L'État, rappelez-vous que l'État a lui-même organisé les élections avec des fonds propres. C'est le même montant. L'État a refusé même les apports pour les élections. Des choses que vous ne maîtrisez pas. L'État a payé l'argent pour l'organisation des élections avec ses propres. Les résultats pour 2018. On avait 3 282 000. Nous avions pas de programme. Attendez. 2019, c'est sous Tshisekedi. J'ai donc protégé moi. 2019, c'est sous Tshisekedi. 2019. 2019. Charge donc. On parle de 2019. Voilà, 2018. Il y avait une dette. Vous racontez des bêtises. Il y avait une dette. Calmez-vous. Ça, c'est les bulletins statistiques de la dette publique. Des histoires à dormir debout. Du ministère des Finances. Mais on avait une faible dette publique. Non. La question n'est pas là. Il y en avait oui ou non. De 3 milliards. Revenons au débat maintenant. Qui a contesté la dette? Revenons au débat. Cher Gédéon, il ne sait pas de quoi il parle. Il raconte des histoires. Revenons au débat. Il y avait une dette. Mais elle n'était pas aussi. On a mis de côté la question. C'est bon, on s'est réglé. Elle n'était pas aussi expansionnelle. Il a compris qu'il a raconté des bêtises. Avançons. J'ai parlé de la qualité de l'enseignement. Parce que ce sont des arguments qu'il a donnés tout à l'heure. Quand il voulait détruire. Mais même vous-même, avant que je donne mon argument, même vous-même, vous l'avez contredit. Il ne sait pas que le niveau de l'enseignement dans ce pays a baissé depuis Mobutu. Depuis Mobutu. Mais une fois que les Belges sont partis, il y a une chute spectaculaire de la qualité. Vous la testez par quoi? Nous sommes sur terrain, cher sur terrain. Donnez-moi les éléments. Quoi? Qu'est-ce qui vous... Je suis journaliste. Comment vous faites le distinguo entre la baisse qui a eu lieu avant Kabila, avant Tshisekedi et la baisse spectaculaire? C'est à quel niveau? À quel niveau? Nous sommes sur terrain. Faites le comparatif. Les enfants qui nous reviennent de l'école. Des éléments, il ne suffit pas de parler français. Donnez-moi des éléments qui distinguent la baisse d'avant lui et la baisse de pendant lui. Je sais que vous serez incapable de me le donner. Comment ça? Je vous dis ici que le niveau de l'enseignement a baissé depuis Mobutu. Vouloir mettre ça dans le... Je connais beaucoup de gens qui ont étudié sur Mobutu et qui n'y tiennent pas. Ils sont très légers. Très légers. Il y en a qui ont étudié sous Kabila, sous Mobutu, mais ils sont très légers. Répondez à ma question. J'en connais beaucoup. Ma question. Vouloir mettre ça dans l'actif de la gratuité de l'enseignement, c'est de la malhonnêteté tout simplement. Alors comment arriver à la paix durable sans la réaffirmation de la puissance militaire du pays? C'est ma question. Vous avez déjà personne n'a dit qu'on devrait arriver à la paix sans réaffirmation. Moi, c'est ma question. Voilà. Vous êtes dans les intentions, dans les voilà pourquoi je dis, même dans une question, il peut y avoir des sous-entendus. Voilà pourquoi je suis journaliste. Alors, on parle de l'autorité de l'État, mais l'autorité de l'État a peine à s'imposer ici à Kinshasa. Pourquoi ne pas commencer ici avant de prétendre l'imposer dans des zones occupées? L'autorité de l'État à Kinshasa, il n'y en a pas. Vous m'apprenez alors. Peine à s'imposer, oui. Vous vivez les choses, mais toi et moi, on se voit presque tous les jours. Les mobondo, ça ne vous dit rien. Hein? La force du progrès ne vous dit rien. Vous vous faites du tort vous-même. La force du progrès ne vous dit rien. Donc,
Déjà, pour vous dire, il y a des efforts qui sont fournis dans le sens de requinquer la puissance militaire du pays. Nous avons... C'est en cours. Oui, en cours. La loi de programmation militaire, c'est près de 11 milliards de dollars qui doivent être engloutis dedans. C'est un processus, c'est vrai, mais c'est de l'argent. Tout ça, ce sont des efforts. C'est un processus. Mais il faut commencer. Et ça va être pris en compte dans le budget exercice 2026? À part ça, la solde des militaires, j'en ai déjà parlé ici. Et puis la prime de 500 $, qui, n'est-ce pas, remonte le moral de nos militaires au front. Ça, ce sont des efforts à mettre dans l'actif de ce gouvernement. Parce que quand j'entends votre question, voilà pourquoi je me posais à la question. Dire qu'il n'y a pas d'effort pour, requinquer le côté militaire congolais, ça c'est un mensonge. Je suis en train de vous citer des efforts qui sont faits pour pouvoir redonner la puissance militaire à notre pays, à l'armée. Merci beaucoup. Le moral des militaires, le budget, le moral est au zénith. Comment on appelle ça, la loi portant programmation militaire. Tout ceci, ce sont des efforts qu'on fait dans le sens d'accentuer la puissance des feux des FARDC. Allez, merci. Mais ne balayez pas tout ça d'un revers des mains parce que ça vous fait plaisir. Non, ne balayez pas. Les acquis, il faut savoir les dire. C'est une vertu de reconnaître ce qui est bien fait. Ça, vous le savez. Et moi, je fais partie de cette catégorie. Vous redevenez rationnel. Allez, vous avez 2 minutes 30 pour conclure aussi. Moi, ma question. L'Est du pays, n'est-ce pas que c'est le Congo? Nous aussi qui vivons ici, nous sommes obligés d'être protégés. Allez, l'autorité de l'État, on doit l'imposer partout sur l'étendue nationale ou c'est seulement dans les zones occupées? Vous avez 3 minutes. Alors, je vais répondre à votre question peut-être dans 1 minute. Permettez-moi de revenir encore une fois. Je crois que la gouvernance de la nation ne se fait pas par des déclarations sur le plateau de télévision, de 1, de 2. Ça ne se fait pas sur les vantances inutiles et les présentations luxueuses qui ne corroborent pas avec les vécus au quotidien du peuple congolais. Mais en même temps, on gère la nation parce qu'on a un programme de gouvernance. On gère la nation parce qu'on s'est dit être à mesure de relever les défis de gouvernance dans les institutions. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est tout le contraire. Mon frère vous dit, on a contracté sous Kabila la dette de 4 milliards. Non. Kabila nous a laissé une dette de 3 milliards. Il a menti qu'il y en avait s'il 0. vous plaît. 3,8 milliards. S'il vous plaît. On parle statistique. Vous venez de le lire tout à l'heure. Ça, c'est le bilan. Je suis en train de parler de la dette extérieure, d'accord? La dette extérieure. C'est ce que nous sommes en train de parler. On parlait de milliards de dettes extérieures. Quelle est l'institution internationale qui a prêté de l'argent à la RDC comme dette extérieure? Citez-moi l'institution. Ça s'élevait à quel montant? Faites des recherches. Faites des recherches. Vous voyez? Donc ne soyez pas pressés à raconter des histoires que vous ne maîtrisez pas, cher Cissé Traoré. L'État congolais est arrivé à apurer la dette extérieure à l'époque. Et n'a plus jamais entrepris les programmes avec la FMI. Le Kabila nous a laissé une dette s'il vous plaît, de 3 milliards. On parle de la dette extérieure de 3 milliards. Et la dette intérieure était autour de 1 milliard et quelque chose. Auprès de quelle institution? Ouais, ça c'est une autre paire de manches. Voilà. Vérifier ce sont les informations que vous prenez. Et généralement, ce sont les alors, il faudrait bien... Attendez. Des États... les FMI est retourné... S'il vous plaît. Mais vous ne comprenez pas. Les FMI est retourné en programme de collaboration avec la RDC depuis quand? C'est sous Tshisekedi. Il n'y avait pas de programme avec les FMI depuis sous Matata. Mais la dette, on peut contracter auprès d'un État tiers. S'il vous plaît, mon frère. J'étais déjà. Répondez à la question sécuritaire. On est à la fin. Débat économique, on organise des émissions beaucoup plus élaborées. Exactement. Si vous voulez que je vous épargne du détail, retenez que le mandat de Kabila s'est terminé sans dette extérieure. 0 dette extérieure. Et après, il faut rappeler qu'il y a eu la composition de la gouvernance du pays. Une gouvernance, n'est-ce pas, qui associait et les opposants de l'UDPS, d'où l'introduction de Tchibala et les autres, et ceux qui étaient au pouvoir.
Mais Kabila, fin mandat, n'a jamais eu de dette extérieure à devoir. Allez, on est arrivé à la fin. Vous savez, par moment, quand vous rigolez, moi, ça me fait comprendre que rire parfois cache des insuffisances. Parce que si vous en connaissiez... On parle d'un domaine, d'un secteur sérieux. On fait simple. Nous allons élaborer une émission. Nous allons préparer une émission pour que vous élaborez. Avec des chiffres. Avec des chiffres à l'appui, de documents à l'appui. Je lui ai parlé de ITA, je lui ai parlé de toutes ces réformes, je lui ai parlé de la TVA, je lui ai même parlé du code minier, je lui ai parlé de la LOFIP, je lui ai parlé de toutes ces réformes réalisées sous Kabila. Il a été incapable d'en citer même 10. Allez, merci. Merci. Il faut retenir que sur le plan de la sécurité, Tshisekedi est le problème pour la République démocratique. En même temps, c'est lui qui bloque toute initiative sérieuse qui cadre avec la création d'un climat propice qui peut nous aider à, n'est-ce pas, appeler au dialogue. Son discours à l'ONU est-il responsable? Son discours très irresponsable devant sa famille politique, d'ailleurs, ce qui est anti-constitutionnel, il dit que toute initiative de dialogue doit passer par moi. C'est comme si les dialogues devenaient désormais un privilège à accorder soit à l'opposition, à l'Église ou à la population. Or, les dialogues, s'il vous plaît, les dialogues, c'est entre autres les mesures supraconstitutionnelles qui s'imposent quand le Léviathan, n'est-ce pas, disparaît par déliquescence. Ça, c'est ce que mon frère ne connaît pas. C'est pas une obligation, les dialogues. Non, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une mesure supraconstitutionnelle par la société, par la... Si c'est une solution extra-constitutionnelle, comprenez que même supra, mais c'est en dehors de la Constitution d'abord. Même comme c'est le cas, comprenez que qui de nous tous est légitime à pouvoir le convoquer? Qui a reçu ça ne doit pas venir. Attendez, il a reçu les suffrages de protéger les Congolais. Engager le pays dans il a reçu les suffrages, d'ailleurs avec la machine à voter, pour protéger les Congolais à l'Est. Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Il a reçu aussi le suffrage avec machine à voter pour protéger les Congolais à l'Est. Son discours à l'ONU était-il responsable? Mais très responsable. Irresponsable. Comment voulez-vous? Très irresponsable. Pourquoi? Parce que c'est un État qui vit dans la fiction. Calmez-le. La sécurité de la RDC ne doit pas s'assumer par l'ONU. La sécurité de la nation, dans sa souveraineté, s'assure par l'armée nationale. Qu'est-ce que vous rencontrez? Et pour vous? Je ne sais pas si c'est un problème de français. Et c'est tout à fait normal qu'on le comprenne mal. Il n'a pas dit que l'ONU devait assurer la sécurité de la RDC. Une nation mondiale. Tshisekedi dit d'ailleurs que nous ne quémandons pas la commisération, c'est l'une de ses phrases. Et après juste cette phrase, il dit « Nous réclamons ce qui est des droits, la justice. Au cas où vous ne pouvez pas nous la donner, nous allons nous-mêmes être les artisans de notre justice. » C'est rien que cette incise, ça ne vous dit pas tout? La justice d'une nation c'est un problème de français se donne par l'ONU. Mais qu'est-ce qu'on est en train de rencontrer ici? Pourquoi nous sommes un État souverain? Vous dit pourquoi sommes-nous un État souverain, papa? Ça veut dire qu'on va utiliser d'autres moyens. Notamment pourquoi sommes-nous appelés un État souverain? Pour pouvoir imposer la paix et la justice. Pourquoi sommes-nous appelés un État souverain, mon frère? Posez la question. Pourquoi sommes-nous un État souverain? Est-ce que nous le sommes réellement? C'est une autre question. Nous sommes devenus une nation mendiante de la sécurité à l'international. Prochainement, consommez l'émission. Merci de nous avoir regardé jusqu'à la fin. Merci à Cité Traoré. Malheureusement, une autre question est secrète. On va prendre ça à Ramadan. Merci et débat. La question Caméré, je crois qu'on l'abordera avec beaucoup plus de précision prochainement. Son éviction. C'est Tshisekedi. Oui. Et il s'est dédouané. Oui, il a la coutume de trahir ses alliés. Non, Tshisekedi est parlementaire. Vous l'avez vu là-bas. Dans ses habitudes de mopap, il ne veut pas parentaliser tout le pouvoir judiciaire, parlementaire et voilà, exécutif. Voilà, merci beaucoup. Il l'a dit à Washington, et plutôt à New York, il disait, j'ai appris. Qu'est-ce que lui connaît? Le président dit,